Bonjour à tout le monde et bienvenue avec nous dans cette deuxième session de Meetup sur la stack élastique. Donc aujourd'hui avec nous Monsieur Saïd Bentaïh, un Technical Manager et Software Digital Factory chez Finatech Group et va partager avec nous son expérience sur la stack élastique et son rôle dans l'accélération de la transformation digitale. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet chat. À la fin du meetup, nous aurons une séance de questions-réponses où vous pouvez intervenir pour échanger. Donc, la vidéo, la présentation seront partagées avec vous à la fin du meetup. Donc, voilà, n'hésitez pas. Saïd, à toi. Merci Yacine, merci à toutes et à tous pour votre présence, surtout dans ces moments-là où il y a plein de congés, aussi avec les contraintes de la crise sanitaire. On va être très très bref, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Par la même occasion, je vous invite vivement à poser toutes les questions. On va vous donner la main par la suite à la fin pour que ce soit des questions, des suggestions, etc. Nous sommes là pour écouter. Donc, cette présentation-là, le webinaire, il n'est pas drivé du point de vue technique. Le technique, on peut le voir par la suite, on peut le développer sur des démonstrations, mais en quelque sorte, pour cadrer le rôle de la stack élastique dans l'accélération de la transformation digitale, qui est en ce moment un enjeu majeur pour toutes les organisations, que ce soit et ce dans les différents secteurs, que ce soit le secteur financier, l'industrie, l'assurance, bref, tous les secteurs ils sont concernés par la transformation digitale. Donc, euh, pour, pour cela, je présente juste l'agenda rapidement. On va commencer par une petite introduction de la transformation digitale en faisant un petit focus rapide sur la partie data. On passera par la suite un overview de la stack élastique. Après, on va voir quel est le rôle de DevSecOps et Elasticsearch, en fait, le rôle et la combinaison d'Elasticsearch avec la stack élastique. Surtout que DevSecOps, actuellement, c'est une brique essentielle dans une transformation digitale, dans une entreprise qui cherche de l'agilité. Après, on va présenter les use cases qui sont publiés, qui sont publics dans le site d'Elasticsearch. Et on va finir par des questions de réponse. Donc, avant d'entamer en fait la transformation digitale, il faut savoir ce qui s'est passé durant les 10 dernières années. En fait, entre 2010 et 2020, il y a eu vraiment une transformation que beaucoup de DSI qu'ils utilisaient des ERP, etc., qui faisaient des petites intégrations, ils se trouvaient en fait du jour au lendemain se transformer en éditeur de logiciels. Et ça, c'est pas aussi, c'est deux métiers différents, métier de l'intégration autour d'une solution ERP et un éditeur de logiciels, c'est deux mindsets différents. Du coup, ça crée vraiment des challenges pour les DSI. Et donc, pour répondre également à l'évolution constante des besoins utilisateurs, aussi l'évolution du comportement utilisateur qui s'est vraiment accéléré durant les 10 dernières années, surtout avec les social media. Pour répondre à tout ça, il y a vraiment des besoins, je dirais, des exigences au niveau du DSI pour accompagner tout ça et vraiment mettre de la transformation digitale en place. Donc, les enjeux et les axes sont énormes. Donc, il y a l'innovation. Il faut vraiment, les DSI ont été ramenés à faire de l'innovation d'une façon constante. La maîtrise technologique qui n'est pas facile. Et si on voit durant les 10 dernières années, il y a vraiment euh, une évolution technologique énorme. Je cite, il y a Elastic, bien sûr, qui est une technologie extraordinaire. On a tout ce qui est Docker, l'orchestration et la machine learning qui commence, l'intelligence artificielle, la machine learning commence vraiment à prendre de la place avec de l'industrialisation. Il y a aussi l'adoption des cycles courts. On ne peut plus répondre à une transformation digitale avec
avec des méthodologies anciennes, des grands projets qui durent 3 4 ans. Maintenant, c'est des sprints qu'il faut mettre en place. Et ces sprints-là, il faut vraiment de les gérer d'une façon très, très efficace. Il y a tout ce qui est industrialisation du processus avec de l'automatisation. On cherche toujours à automatiser toutes les actions répétitives, abandonner les silos organisationnels, c'est du mettre en place du DevSecOps, l'exploitation de la data qui est l'un des axes les plus importants, pour ne pas dire l'axe le plus important d'une transformation digitale, parce que tout se passe autour de la data. Maintenant, cette transformation digitale, si on veut vraiment la décomposer, il y a 6 axes sur lesquels il faut vraiment travailler. Il y a l'aspect stratégie, il y a le business, l'organisation, l'innovation, la technologie, l'architecture. Il y a aussi le pivot data. Donc, on va, par exemple, du point de vue stratégique, c'est anticiper les challenges de demain, augmenter sa part de marché, augmenter également la valeur client ou bien la valeur de la marque. Et parfois, c'est l'amélioration des KPI, des mauvais KPI qu'il faut vraiment améliorer. Donc, du point de vue business, ça se traduit par une vue 360 unique du client, l'automatisation du campagne marketing, l'accélération du time to market et aussi l'amélioration de la qualité de service client. Ça, c'est important. Maintenant, l'exigence client, elle est au centre vraiment de toute action au sein des entreprises, surtout les grosses entreprises qui ont affaire à un nombre très, très important de consommateurs. Sur l'aspect organisationnel, il y a eu vraiment des changements. C'est la gestion des ressources, le change management, ça c'est important. Mettre en place des process, l'agilité, oui, bon, lorsqu'on dit l'agilité des processus, c'est un petit peu contradictoire pour certains, mais ce n'est pas l'objectif. Maintenant, lorsqu'on parle de process, c'est des process qui sont smart, mais c'est des process aussi automatisés et industrialisés. La montée en compétences, maintenant, tout se joue autour des ressources, en fait, des collaborateurs. Le vrai capital d'une entreprise, en abandonnant des solutions de type ERP, etc., et en menant une transformation digitale, le vrai capital, c'est l'humain. Maintenant, tout tourne autour de l'humain. Et ça aussi, c'est un changement majeur au niveau des entreprises. Pour l'innovation, il faut vraiment se situer out of the box. Il ne faut pas vraiment essayer de faire de l'innovation tout en restant guidé par la culture de l'entreprise, par les freins réglementaires, par tout ça. Tout ça, ça peut vraiment être géré. Parfois, on se pose des freins et des contraintes qui n'existent pas, ou bien qui sont ramenés à être changés. Et ça, c'est important, vraiment, il faut se situer out of the box. Et aussi, il faut faire participer le client dans l'innovation. Ça, c'est très, très important parce il y a un point qui est important. On ne crée jamais un besoin. Mais ce qu'on peut faire, c'est répondre à des besoins, que ce soit un besoin exprimé ouvertement par le consommateur. Sinon, il y a les besoins latents. Et les besoins latents, c'est les besoins que le client ressent, peut ressentir, mais qu'il n'arrive pas à exprimer. Et c'est le cas de Apple lorsqu'il a fait sortir en fait son iPhone, c'était pour répondre à des besoins latents. C'est qu'on a tous ressenti en utilisant les BlackBerry, etc., avec un clavier. À un certain moment, on a ressenti vraiment le besoin d'avoir un smartphone qui regroupe tout. Je peux naviguer, je peux avoir la messagerie, je peux tout faire. Mais Apple, elle a vraiment répondu à ça. Ça, c'est important parce que j'ai une conviction qui m'engage comme moi. On ne crée jamais un besoin, mais on répond à des besoins, que ce soit des besoins exprimés ou bien des besoins latents. Et donc, sur l'axe technologie et architecture, ben, il ne faut pas se tromper, tout simplement. Ben, il faut faire bon usage de la technologie, mettre en place la bonne architecture et être dans l'amélioration continue. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, là, c'est de courir derrière de la technologie, mais c'est pour cette raison qu'une transformation digitale, il y a l'axe stratégique et il y a le business qui drive en fait
les choix technologiques, parce qu'il faut vraiment choisir la technologie qui va répondre à des besoins stratégiques efficacement. Donc, on fait pas, on n'adopte pas une technologie juste parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, il y a plusieurs critères, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs critères. Il y a les compétences internes, donc choses qu'on peut anticiper. Il y a vraiment d'autres critères sur lesquels il faut s'appuyer pour faire les choix technologiques ou bien même les choix d'architecture. Les architectures, si on parle maintenant d'architecture, tout le monde parle du microservice, donc on ne va pas réinventer les choses et parler d'autres architectures. L'architecture microservice, c'est vraiment l'ensemble des best practices autour du SOA, c'est une évolution du SOA, donc ce n'est pas vraiment une nouvelle architecture, mais c'est l'ensemble des best practices et un retour d'expérience de plusieurs années sur du SOA, que ça a donné naissance à l'architecture microservice. Sur l'aspect data, ça c'est important. Donc la data maintenant, elle est au centre de la transformation digitale et l'exploitation de la data vraiment, elle est génératrice du business. On peut s'appuyer sur la data pour faire plein de choses. Le parcours client, le customer experience parcours client qu'on peut optimiser sans cesse avec de la data, mais il faut abandonner la notion du data avant l'an 2000, entre 2000 et 2010. Maintenant, c'est entre 2010 et maintenant, on parle essentiellement du big data, du data lake qu'il faut mettre en place, du data lab. Et vraiment, il faut que la data soit située au centre du business. Ça, c'est important. Cela nous donne une transition vers Elastic. Avant de passer, en fait, la transformation digitale est constituée de deux mots. Il y a la transformation et le digital. Généralement, ce que j'ai constaté, en fait, c'est qu'on se focalise plus sur le mot digital en oubliant le mot transformation. Alors, le digital, digitaliser quelque chose, ce n'est pas les 6 axes. C'est la transformation digitale qui peut être organisée sur les 6 axes. Et le mot transformation, c'est le mot le plus important parce qu'on peut, en quelque sorte, prendre un service, le rendre numérique sur du web, sur du mobile, mais la transformation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui touche les différents axes de l'entreprise. Et ça, c'est important, donc il ne faut pas se tromper. Si on fait le focus sur le mot digital, on va rater vraiment la transformation digitale. Pour Elastic, ce qui est important, c'est que avant tout, Elastic, la stack Elastic, ou la Elasticsearch, c'est un data lake real-time query. Donc, il ne s'agit pas uniquement, oui, Elasticsearch vous permettra de centraliser toutes les logs, quelle que soit la forme des logs, que ce soit de la data structurée ou non structurée, le problème ne se posera pas. Et vous permettra d'avoir de l'observabilité avec des métriques, etc., les uptime, l'APM, CM, etc. Mais ce n'est pas que ça. Elastic, avant tout, c'est un data lake real-time query. C'est un data lake qui est complémentaire au data lake batch processing de type sur du HDFS avec du Hadoop, Spark, etc. Donc, c'est les complémentaires. On peut utiliser les deux. C'est important. C'est deux cas d'usage qui sont un petit peu différents, mais il faut à un certain moment penser à utiliser les deux. Maintenant, la problématique du stockage, etc., est-ce qu'on va dupliquer la data? Non. Ou bien non, la problématique ne se pose pas entièrement parce qu'avec Elasticsearch, on a un connecteur Hadoop qui peut vraiment aller faire du search sur des HDFS. Donc, globalement, si on veut schématiser en quelque sorte la stack Elastic, il y a l'Elastic Enterprise Search, il y a l'Elastic Observability, il y a Elastic Security. Après, sur la stack Elastic également, il y a toute la partie bit, c'est les agents en fait, c'est les agents, que ce soit FileBit pour le tracking en temps réel des fichiers, de la partie texte, etc. Bien sûr, en faisant des règles, il y a le metric bit qui nous donne
l'ensemble des ressources de la machine, les process, etc., tous les détails sur tout ce qui s'exécute sur la machine. Il y a l'audit lead qui donne vraiment des résultats qui sont très très importants sur la partie audit OS. Il y a Packet lead pour tout ce qui est flow et trafic réseau. Il y en a d'autres bien sûr. Et journal lead, ça ne s'arrête pas. Maintenant, tout dépend de votre cas d'usage. Vous allez utiliser bien sûr l'agent approprié qui répond à vos besoins. Logstash qui vous permettra bien sûr d'agréger toute la data, etc., faire des enrichissements, pardon, et aussi faire du parsing, même si vous avez de la data qui n'est pas structurée, etc., faire du parsing, générer des index, etc. Là, Elasticsearch, Elasticsearch, c'est votre data lake, real-time query, qui vous permettra bien sûr de stocker toute la partie data et les stocker sur du Elastic. Il y a Kibana qui est l'IHM, la partie 8 bien sûr de l'Elastic qui vous permettra de générer vos dashboards, vos visualisations, que vous gérez vos index, etc. Après, on va voir à la fin, on va se connecter à Kibana pour voir comment ça se passe. Maintenant, on va détailler juste un petit peu la partie observabilité. Il y a le uptime, il est important. Donc, on peut à tout moment traquer d'une façon permanente des services, que ce soit des services en HTTP, du SCMP, si on veut juste faire des pings sur des serveurs pour savoir est-ce que les serveurs sont aptes ou non. Euh, il y a aussi du HTTP. Vous avez un service HTTP, il faut savoir est-ce qu'il marche ou il ne marche pas. La partie uptime, il vous donne une vue très claire, que ce soit sur le service ou bien sur le serveur. La partie log, vous pouvez bien sûr faire des streaming, ça c'est le plus important dans Elasticsearch, c'est pas du différé, c'est du temps réel. Faire du streaming de vos fichiers logs, de les parser, de les organiser selon vos besoins. Bien sûr, tous les logs qui ont un format standard, on reste sur le format standard, on fait un parsing du format standard. S'il y a des logs qui sont d'ordre fonctionnel, qui sont gérés par application, qui sont spécifiques à vous, n'hésitez pas de développer du parsing. Ça va prendre plus de temps, certainement parce que c'est des trucs spécifiques que vous allez pouvoir gérer dans votre ICI. Il y a la partie métrique avec métrique 8, bien sûr. Vous avez une vue très claire sur votre OS, que ce soit en consommation de ressources, les IO, la consommation de l'espace disque et d'autres, bien sûr, chaque processus, combien il a consommé, etc. Et ça, c'est dans le temps. Donc, même pour une analyse post-mortem, vous pouvez revenir à tout moment et voir qu'est-ce qui a causé un problème. Et cerise sur le gâteau, l'APM vraiment qui est, si je me rappelle bien, elle a été intégrée dans la stack Elastic à partir de la version 6 quelque chose, si je me rappelle bien. C'était pas dans les anciennes versions. Et personnellement, je l'ai utilisé et ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Que vous pouvez traquer vos microservices, voir ce qui se passe vraiment d'une façon extraordinaire. Avant, je ne pouvais pas le faire parce que je ne pourrais pas m'amuser à, à faire à faire de l'APM sur l'ensemble de mes services, parce qu'en quelque sorte, utiliser des APM propriétaires, ça coûte vraiment cher, chose que vous ne pouvez pas, à un certain moment, vous ne pouvez pas déployer votre APM sur toute votre usine de développement, du staging et de la production. À un certain moment, il fallait faire du choix. La partie search, on ne va pas la développer trop parce qu'on va essayer plus d'orienter les choses vers du DevSecOps. Il y a la partie sécurité qui est importante avec l'intégration du CIEM. Je l'ai découvert dans la version 7, je crois, mais c'est vraiment il est juste extraordinaire. Que vous avez un CIEM gratuit sur Elasticsearch,
Bah, c'est vraiment extraordinaire. Ça donne des résultats sont très, très bons. Et surtout sur la version 8, 7.8, qu'ils ont intégré tout ce qui est alerting, des connecteurs à alerte, que ce soit que ce soit avec Jira, par mail, il y a même le service Now pour CM, etc. C'est important. Maintenant, pour la stack élastique, vous avez plusieurs options, que ce soit vous installez vos clusters compromise, et ça c'est un choix que vous pouvez prendre. Sinon, vous pouvez passer dans le cloud. Et ça aussi, c'est un choix. Personnellement, ce que je recommande, puisqu'il s'agit d'un échange communautaire, c'est important. Mais pour commencer avec Elastic, il faut commencer petit à petit. Donc, il faut se toucher vraiment la technologie, faire quelques use cases, aller avancer vers d'autres use cases, etc. Donc, à un certain moment, peut-être installer un petit cluster Elastic en promise, toucher la version d'évaluation, ça permettra de toucher à des fonctionnalités beaucoup plus avancées, notamment le Watcher, la machine learning. Et ça, vraiment, ce que j'ai été agréablement surpris par les fonctionnalités de la machine learning, même les gens qui ne sont pas vraiment très initiés qui ne sont pas des data scientists, etc., ils peuvent vraiment utiliser de la machine learning. Il est tellement simple et configurable qu'elle peut vous donner des résultats qui sont extraordinaires. Et surtout, sur la partie APM que vous activez, donc vous avez la possibilité d'activer d'une façon automatique la machine learning pour chaque service métier. Et là, il va vous traquer en fait les détails. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, comme une variation de 30% sur un microservice, par exemple, qui répond, donc response time, il est de 50 ou là, de 60 secondes, et une variation de 20%, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir et que vous risquez de ne pas prendre en considération, alors que l'APM, pardon, la machine learning, si vous l'activez pour le service, il va le détecter, il va vous dire, tiens, à ce moment-là, que vous avez eu une variation de 20% sur le response time d'un service donné. Bah, globalement, c'est ça la stack élastique. Maintenant, on peut rentrer quels sont les plugins sur Logstash, etc. Bah, vous pouvez tout faire, quasiment tout faire en combinaison élastique avec d'autres choses, d'utiliser juste les tools ou bien les composants de la stack élastique pour les inputs sur Logstash. Il y en a plein, que ce soit du GMS, que ce soit du GDBC input, etc. Pour les outputs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ça la force d'Elastic, c'est qu'il peut se plugger à l'intérieur de votre système d'information sans qu'il soit très intrusif et sans qu'il cause vraiment une destruction. Et ça, c'est important. À un certain moment, ça crée de la valeur sans vraiment détruire ou faire une refonte globale de ce que vous avez juste pour utiliser une technologie. C'est un principe très fort parce que Elastic, elle est là pour apporter de la valeur ajoutée sans autant de détruire ou de lancer d'autres projets de refonte pour utiliser la technologie. Elle sert vraiment à bien maîtriser ce qui tourne déjà. Et ça, c'est important. Euh, je tenais vraiment à partager avec vous cette architecture. C'est une architecture de référence d'Elasticsearch. Personnellement, je l'ai utilisée. Donc, j'ai utilisé pas dans sa globalité, mais j'ai utilisé, que ce soit pour les bits, j'ai utilisé FileBit, MetricBit, PacketBit, LogBit, AuditBit et ArcBit. FunctionBit, je ne l'ai pas utilisé parce que c'est du cloud. Et dans mon contexte, il n'y avait pas vraiment du besoin sur du cloud. Il y a tout ce qui est base de données, je l'ai utilisé également comme source d'information avec des GDBC input directement à partir du Logstash. J'ai utilisé également du Kafka tracking, sur la base de données sur Timestamp et ça me permet également d'aller déposer l'information sur l'Elasticsearch directement. Donc les deux cas maintenant, tout dépend de votre use case. C'est vos sources de données, votre contexte
qui vous déterminera bien sûr quelle architecture à utiliser pour bien répondre à la problématique. Il y a Elasticsearch. Donc, Elasticsearch, oui, pour commencer la première semaine, on peut utiliser une installation standalone juste pour voir, se familiariser avec Kibana, etc., voir gérer les index, euh, faire une petite navigation. Mais dès que vous êtes sur des cas d'utilisation réels, vraiment, il faut passer vers des clusters Elasticsearch composés généralement de masternodes, de datanodes. Si vous avez un volume important de data, il faut séparer les masternodes et les datanodes. Si votre data, vous avez un historique de data de plusieurs décennies, par exemple, bah, il faut mettre une architecture haute, warm, etc. La machine learning, vous pouvez vraiment choisir les nœuds, pardon, sur lesquels les process de la machine learning vont tourner. Ça, c'est important aussi. Donc, l'architecture à mettre en place. Quand vous êtes sur du cas d'utilisation très, très poussé, il faut faire vraiment attention et mettre en place une architecture très, très solide. Donc, Kibana qui est là, donc, le problème ne se pose pas pour Kibana, elle est là, elle répond parfaitement. Est-ce que vous voulez faire du multi-instance Kibana ou non? Tout dépend de ce que vous avez, mais une simple interface, normalement, elle est suffisante parce qu'elle est vraiment rapide. Vous gagnez toute la performance et au niveau de Elasticsearch, donc qui vous permettra de faire des recherches extrêmement rapides, quel que soit votre volume de données. Donc, ça ne va pas généralement même sur des terras et des terras de données. Donc, le problème ne se posera pas. Vous pouvez gérer même des bêta bytes, etc. Et généralement, si vous avez bien mis en place, si vous avez fait un bon design, bah, le problème ne se posera pas. Vous aurez des recherches très très rapides. En quelques secondes, vous aurez une information normalement qu'avec d'autres technos, ça va prendre beaucoup de temps. Généralement, on est dans l'incapacité de garder tout l'historique de la data. Donc, maintenant, on passe à la troisième partie, qui est Elasticstack et DevSecOps. Ben, on va commencer par juste une petite description de DevSecOps. Maintenant, ça ne sert à rien. On est en 2020. Oui, il faut parler DevSecOps. Même si quelqu'un dit directement DevOps, bah, automatiquement, c'est du DevSecOps parce qu'à partir de 2018, il faut introduire en fait le composant sécurité dans la démarche DevOps. Et ça, c'est important. Juste une parenthèse. À mon avis, donc ça n'engage que moi, le DevSecOps, c'est 80% de la culture, de fédérer les gens, faire travailler les gens ensemble, gestion de changement, de résistance au changement, etc. Et les 20% qui restent, c'est les tools et le technique. Donc il faut vraiment faire très attention à cela. Les tools sont nécessaires pour réussir en fait DevSecOps, mais c'est pas un critère vraiment pour adopter du DevSecOps. Donc, les axes de DevSecOps, que ce soit en fait du SCM, source management code, que ce soit de la partie intégration continue, continuous integration, continuous quality, les tests, bien sûr, continuous testing, continuous monitoring, ça c'est important. Il y a aussi le composant sécurité qu'il faut faire et qu'il soit industrialisé dans votre démarche DevOps. Donc à un certain moment, il faut faire tout ça pour gagner en agilité et permettre de gérer vos sprints d'une façon efficace. Bref, c'est ça ne sert à rien ce qu'on rentre en détail dans DevSecOps, ça va prendre beaucoup de temps, on a une chose qu'on n'a pas. Alors, comment Elasticsearch peut vous aider sur cela? C'est très simple. Déjà, là, vous pouvez en fait plugger Elasticsearch sur toute votre usine de développement, tout ce qui est industrialisé. Même si vous utilisez par exemple
Git, cherchez comment connecter Git à Elasticsearch. Ça vous permettra d'avoir un seul endroit qui regroupe l'ensemble de la data, bien sûr, et avoir une vue consolidée, en fait, multiniveau d'agrégation. À tout moment, on peut voir dans un seul endroit cette release, elle a causé de combien de problèmes de test. Sur ce sprint-là, on a fait combien de releases. Est-ce que toute la pipeline a été exécutée correctement? Derrière, pour prendre des décisions, pour accompagner, par exemple, vos développeurs, vous pouvez traquer et voir quel développeur cause plusieurs de problèmes, en fait, sur des régressions, etc. Tout ça, vous pouvez l'avoir. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que Elastic, avant tout, c'est un data lake qui peut regrouper l'ensemble des informations. Et il faut penser vraiment à ce que toute votre usine de développement, les tools DevOps, etc., la tools chain DevOps, qu'elle soit connectée avec Elasticsearch en temps réel, bien sûr, pour avoir une information consolidée. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, avec de l'APM, on sait un service donné, par exemple, si vous avez un microservice qui tourne sur Docker, sur du Kubernetes, le problème ne se posera pas. On peut monitorer avec l'APM, on peut le connecter avec l'APM Elasticsearch et ça vous donnera vraiment les résultats et que vous pouvez tracer en fait euh, tous les résultats d'un service donné ou bien d'une release et son impact sur le temps de réponse, sur le taux d'erreur, etc. Et que vous pouvez également suivre tous les environnements, que ce soit vos environnements de développement, de recettes, de pré-prod ou de prod, pour savoir comment ça évolue, que ce soit sur la partie là, les métriques. Et c'est la combinaison en fait. Il n'y a pas que on va faire du uptime, on va faire des métriques, des logs, du APM. Si vous voulez une observabilité complète en quelque sorte, ben, il faut utiliser les quatre. Il faut peut-être rajouter un aspect business qui est important pour voir comment ça a évolué, etc. Mais par exemple, il y a des fois, on constate une régression sur de temps de réponse sur un service donné. Ben, à un certain moment, on n'a pas l'information, la base de données a évolué en combien. Est-ce que sur les 5 derniers jours, par exemple, on a passé de 3 millions d'enregistrements sur la base à 7 millions d'enregistrements parce qu'il y a eu une campagne marketing qui a fait en sorte qu'il y a vraiment eu une utilisation très, très importante du service. Et ça, il faut le prendre en considération. Maintenant, on est en train de parler de DevSecOps, etc. Ce qu'il faut savoir, Elastic, il vous accompagne sur cet aspect-là. Donc, vous pouvez tout agréger dans un seul endroit. D'ailleurs, il y a le continuous monitoring qui est un axe très, très important. C'est un axe important parmi les axes de DevSecOps. Et cet axe-là, il peut vraiment euh, on peut vraiment l'utiliser tranquillement. On peut utiliser Elasticsearch en fait pour répondre parfaitement à cet axe de continuous monitoring. Elastic ne permettra pas également de faire ça. Bah, c'est un moyen pour transformer votre décisionnel. Bah, historiquement, on utilisait des data warehouse avec des ETL, etc., des calculs en batch processing, et puis il faut en quelque sorte faire un enregistrement des agrégats pour pouvoir visualiser. Bah, et dans tout ce process-là, si vous avez par exemple une mauvaise data qui a été injectée dans votre usine décisionnelle, BI standard, bah, parfois il faut refaire plusieurs calculs parce que les agrégats de J plus 1 dépendent de ce qui a été calculé avec des opérations arithmétiques, etc. Et c'est un vrai casse-tête. Maintenant, vous n'avez plus besoin
en fait de calculer vos agrégats chaque jour avec Elasticsearch. Les agrégats sont calculés au moment de la recherche et ça donne des résultats très très rapides, surtout pour tout ce qui est surtout dans les grosses boîtes, on trouve ce qui est reporting statique. Et ce reporting, il faut arrêter de le faire avec des états envoyés par mail ou des trucs comme ça. Il faut vraiment passer à Elastic pour permettre aux gens d'accéder à l'information, de recalculer à chaque fois l'information et d'avoir le résultat actualisé et aussi de customiser. Donc, les utilisateurs peuvent customiser leur dashboard tranquillement, surtout avec les workspaces qui existent dans Elastic. Là, on peut vraiment splitter par workspace. Un workspace, ça peut être un métier d'une organisation ou autre chose, ou bien un groupe d'utilisateurs à qui on donne accès à certains dashboards. Et avec le plus important, avec de la sécurité sur Elasticsearch, donc les groupes avec les habilitations sur de la data. La data, en fait, les index sont regroupés avec des fields. Vous pouvez gérer les habilitations d'une manière très performante, aller jusqu'au dire cet utilisateur, il a le droit de visualiser cette information, mais il n'a pas le droit de visualiser d'autres informations qui ne vont pas être visibles sur le dashboard de l'utilisateur donné. Donc, à un certain moment, vous pouvez avoir vos dashboards tranquillement, ça ne sert à rien donc d'aller chercher sur les décisionnels. Et le plus important avec Elastic, en fait, c'est que vous avez tout type de data. Que vous soyez sur de la monolithique, vous pouvez bien sûr absorber de la data. Si vous êtes avec des microservices, etc., conçus de type event, vous pouvez bien sûr consommer votre data également en temps réel. Si vous êtes sur du AS400, vous avez la possibilité de prendre la data qui peut également se connecter à tout ce qui est GMS pour collecter de la data GMS, soit que vous êtes sur du EVMNQ par exemple, ou sur du Kafka. Vous pouvez connecter et récupérer l'information à partir d'un Redis. Bah, tout ça, vous pouvez le faire et le faire d'une façon très simple. Et c'est important. Bah, les use case rapidement avant de finir, c'est des use case publics. Donc, il y a le PES, celui qui est une caisse mutuelle française, qui a pu, en fait, avec Elasticsearch, qu'il a utilisé pour la gestion de fraude. Et en 18 mois, en quelque sorte, elle a pu économiser 35 millions d'euros. Ça, c'est impressionnant. Et ce qui est aussi impressionnant, que la réduction du temps moyen d'identification de la fraude, elle a été vraiment optimisée de 99%. Ça, c'est extrêmement important, surtout avec la recherche. Moi, ça ne m'étonne pas. Avec de la machine learning derrière, avec des process, du continuous processing qui vont faire de l'agrégation de la data, c'est vraiment c'est faisable. Airbus, donc Airbus qui a fait un accès quasi temps réel aux documents techniques des avions, donc sur tous les modèles, etc. Maintenant, s'ils veulent un document technique, ben c'est en temps réel, c'est au clic, ça c'est important. Il y a Docker qui l'utilise pour bien trouver le bon container. Le ministère des Armes françaises aussi qui l'utilise pour la visualisation des données en temps réel, bien sûr. Il y a Swiss Life, ça c'est important, la création d'une vue 360 clients. En fait, sur cette use case-là, et en toute connaissance de cause, si vous voulez avoir une vue 360 et que vous avez des systèmes hétérogènes, la solution, c'est d'aller vers Elasticsearch. C'est votre seul moyen pour avoir tout ça.
Elastic, il est tellement rapide dans la recherche que Orange il utilise comme étant un moteur de recherche intégré. Il y a Cisco qui, qui utilise Elastic en fait pour réduire le downtime de toute leur plateforme Cisco Cloud. Et il y en a plein, donc vous pouvez visiter en fait le site d'Elasticsearch pour avoir une idée très développée sur les use cases. Vous aurez également, carrément, vous allez trouver des use cases qui sont proches de vos cas d'usage ou de vos éventuels cas d'usage. Bah, sur ce, je vous remercie. Et maintenant, on lance les questions-réponses. J'ai essayé de ne pas trop tarder. On est là, on vous écoute. Vous pouvez, si vous avez juste une intervention pour un complément d'information, on vous écoute. Si vous avez une question sur laquelle on peut répondre, on est là pour répondre également. Ben, merci. Merci Saïd, merci beaucoup. Donc, si quelqu'un veut prendre la main pour commenter, poser une question, donc n'hésitez pas à enlever le mute du micro et parler. Bonjour Saïd, Salut, c'est Sam à l'appareil. J'ai une petite question pour toi salut euh, Sam. concer- concernant la stack élastique. Donc, moi je comprends que c'est une stack qui est gratuite, qui est disponible, mais comment tu fais après pour la maintenance, pour toute la partie gestion de la compétence? Parce que, par exemple, par rapport à un Splunk, où tu vas acheter du support, tu vas acheter un outil, tu vas acheter un certain nombre de choses qui vont te rassurer vis-à-vis d'un éditeur. Là, tu es un peu laissé à toi-même. Donc, s'il n'y a pas une très grosse communauté de freelanceurs, de boîtes qui font ça, tu te lances sur une technologie, mais qui est difficile à maintenir. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu vois, comment est-ce qu'on peut, ça se gère, ce genre de choses? Oui, effectivement, c'est Sam. D'ailleurs, Sam, on le connaît, c'est un spécialiste dans le domaine. En fait, Sam, si on parle de Splunk, si on veut tout faire avec du Splunk, ça va vraiment coûter énormément cher. Ça peut franchement consommer un budget d'une transformation digitale pour juste mettre du Splunk. Deuxièmement, maintenant, l'IMA, comme je l'ai dit, l'IMA, il est au centre en fait d'une stratégie de transformation. Il faut développer les compétences. Élastique, c'est pas vraiment très compliqué. Il faut juste s'y mettre et ça va aller rapidement. Maintenant, il faut être accompagné, pourquoi pas. Acheter un support et ça va pas coûter cher. Et l'avantage avec le support élastique, c'est que c'est un support qui n'est pas là pour répondre à des tickets, qui est là également pour accompagner les clients à mettre en place les use cases et à fournir en fait toutes les best practices, etc. Oui, ça c'est une façon. Maintenant, le choix, est-ce que je pars vers du Splunk ou sur du élastique? Peut-être du point de vue choix technologique, 12 ans, il y a 12 ans, peut-être que je me posais la question. Maintenant, en 2020, avec tout ce qui a été intégré, avec du CIM intégré, avec tout ça, une vue, vraiment qu'on peut avoir une vue 360 et avec du REST API publié. Par exemple, si je veux mettre une vision 360 clients, je n'ai que de faire de l'intégration de la data et le REST API, il est publié en quelque sorte. Je suis dans une approche codeless. Et ça, c'est important aussi. Donc, ça vaut le coup de développer les compétences. Comme toute technologie, si on parle de Docker, par exemple, ou bien de Kubernetes, le problème se pose aussi, mais développer de la compétence, ce n'est pas un frein pour vraiment utiliser de la technologie. Parce que la technologie, il y a toujours un retour sur investissement rapide, mais qui n'est pas toujours d'ordre financier. Et lorsqu'on va réduire, offrir une meilleure qualité de service aux clients, etc.,
bah, je crois que ça vaut le coup d'investir dans un support. Mais si j'ai un conseil à partager avec tout le monde, c'est qu'il ne faut pas commencer avec il faut pas commencer avec la version Enterprise ou Platinum. Il faut prendre quelques mois, utiliser de la techno, se familiariser avec, monter quelques use cases qui ne sont pas critiques, centraliser des logs, activer les métriques, etc. Certainement activer la machine learning. Vous avez 30 jours d'évaluation. Activer de la machine learning pour voir ce qui se passe euh, sur vos OS, par exemple, etc. Et puis aller peut-être acheter un support, pourquoi pas. Sinon, être accompagné par un intégrateur local qui vous permettra, par exemple, de ne pas commettre toutes les erreurs et aller droit au but. J'espère que je vous ai répondu. C'est simple, c'est bon. Oui, c'est bon, merci. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, on est là. Je crois que nous n'avons pas de questions. Si, Yacine? Oui, c'est ça. Oui, donc Ouais, ouais, donc si on n'a on pas, est dans si les on n'a temps. si on n'a plus de questions, donc dans 5 minutes, on clôture. Moi, c'est juste, je peux me permettre pour pour compléter un peu ta réponse. Euh, donc derrière Elastic, c'est vrai, c'est une très grande communauté de développeurs qui aujourd'hui qui avoisine les 5000 développeurs qui sont un peu distribués sur 26 pays et qui contribuent chaque jour à l'évolution de la stack et qui intègrent chaque jour des solutions et des intégrations out of the box. Donc en plus effectivement du support commercial, donc le support commercial il vient aussi avec des features beaucoup plus avancés qui sont inclus avec le support commercial. Donc la communauté elle est en train d'agrandir, le catalogue des formations il est en train d'agrandir, donc tout le monde va vers cette technologie sans contrainte. Il y a même beaucoup de géants qui étaient clients chez Splunk qui sont en train de migrer vers Elastic pour optimiser leur budget. Donc voilà.